Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 2, GBT 201, le cours de Phénomène d'échange 2 pour le programme de génie biotech. Chapitre 3, les équations générales. Aujourd'hui, on va traiter d'un problème quand même assez complexe, complexe principalement parce qu'il est en coordonnées sphériques. C'est l'exemple 365, une sphère qui tourne lentement. Vous voyez ici sur la figure, la sphère tourne très lentement autour de son axe, l'axe pôle nord, pôle sud. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des équations générales et on va essayer d'obtenir la forme la plus simple possible pour éventuellement obtenir un profil de vitesse autour de ça. Donc, regardons d'abord la géométrie. La géométrie, vous voyez, la sphère tourne dans la direction phi. Phi, c'est la rotation. On pourrait imaginer la rotation de la Terre. C'est la direction dans le sens que l'on appelle le sens tangentiel. Oui, je pense qu'on peut appeler ça tangentiel. L'autre sens de rotation, c'est dans l'axe, dans le sens du nord vers le sud. On appelle ça l'axe, la rotation azimutale. Vous voyez, l'angle θ, c'est l'angle azimutal, qui vaut 0 au pôle nord ici et qui vaut pi sur 2 à l'équateur. L'angle de phi ici, c'est donc la rotation. Ce qu'on décrit ici, c'est un écoulement, ce qu'on nomme en anglais creeping flow. Creeping flow, c'est un écoulement rampant. En fait, c'est un écoulement qui est très très lent. La conséquence de ça, c'est que les termes d'inertie sont très faibles par rapport aux termes visqueux. En pratique, là, c'est que aussitôt qu'on arrête de forcer pour faire tourner l'appareil arrête immédiatement. Si c'était un système inertiel, on arrêterait d'apposer la force et l'écoulement ou la rotation continuerait sur son élan, sur son inertie. Là, c'est un écoulement à inertie très faible, donc aussitôt que la force est arrêtée, l'écoulement s'arrête. D'accord? C'est ça le principe d'un creeping flow. Ça a un sens aussi dans les équations qu'on va utiliser par la suite. Donc, regardons les équations de continuité. Les équations de continuité sont celles-là. Celles qu'on utilise, c'est en coordonnées sphériques. Et en coordonnées sphériques, le premier terme, on l'élimine parce que c'est en état de régime permanent. Donc, on élimine le terme d rho sur dt. Le deuxième terme, bon, est-ce qu'il va y avoir une vitesse radiale? En fait, oui, parce que cette rotation-là va créer un mouvement dans la direction radiale, un mouvement donc centrifuge, et aussi un mouvement de pompage. Donc, il va y avoir une vitesse radiale, on ne peut pas l'éliminer a priori. Donc, s'il y a une vitesse radiale et qu'il y a une vitesse tangentielle, il va y avoir aussi une vitesse, c'est-à-dire une vitesse tangentielle, c'est ça, il va y avoir une vitesse azimutale qui va être créée aussi, encore par effet de pompage. Le seul terme, en fait, ça peut sembler un peu bizarre, là, mais le seul terme qu'on peut éliminer, c'est celui-ci. Et pourquoi? Pas parce qu'il n'y a pas une vitesse v-phi, mais parce que la vitesse v-phi ne varie pas dans la direction phi. C'est donc ça ce que ça veut dire que ce terme-là soit égal à 0. Ça veut dire que c'est symétrique, en fait. Et peu importe l'angle phi où on se reporte, la condition est toujours la même. Et c'est toujours la même vitesse de rotation. Donc, ce terme-là tombe, les deux autres restent là. Et ça ne nous simplifie pas beaucoup la vie pour l'instant. Allons voir les équations de conservation de la quantité de mouvement en coordonnées sphériques. Vous voyez, c'est pour la densité et la viscosité constantes en fonction de R, de θ et de phi. Première équation dans la direction R, deuxième dans la direction θ, troisième dans la direction phi. Bon, il y a du mouvement dans ces deux directions-là, mais ces deux premières équations-là ne nous intéressent pas tellement. Ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la dernière. Donc, on va rapidement sauter les deux premières et aller à la troisième. C'est celle-là qui nous intéresse le plus. Dans cette équation-là, on peut tout de suite, on commence avec le premier terme, hein, on commence par le début. Il n'y a pas de variation en fonction du temps parce qu'on regarde l'état de régime. Clic. D'accord? Après ça, il nous reste plusieurs termes, hein, une dizaine de termes. Bon, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, ici, sont des termes qui sont multipliés par ρ. C'est ce qu'on appelle les termes inertiels. Je vous mets ici l'équation sous forme vectorielle.
parce qu'elle est plus compacte un peu et on va comprendre plus facilement. Regardons cette équation-là. Donc, cette équation-là nous dit les termes de gauche, c'est les termes inertiels. Et inertiel, donc accélération temporelle et accélération spatiale. Ces deux termes-là ensemble, on les met sous le terme grand D. Ce grand D-là veut dire la dérivée substantielle. Bon, c'est un terme dérivé massique ou dérivée substantielle. C'est un terme qui somme les deux ici. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est son nom, ça, c'est le terme d'inertie. À droite, premier terme, terme de force, force de pression. D'accord? Ça c'est clair, gradient de P. Deuxième terme, force visqueuse, parce qu'il y a le taux, le terme de tenseur de Reynolds. Okay? Donc pas de Reynolds, tenseur de Newton. D'accord? Donc, gradient de taux. Ça, c'est pas un gradient tout à fait, c'est pas grave. Donc, force visqueuse et troisième terme, force de gravité. Et ça, c'est quoi? C'est le bilan de mouvement, le bilan de quantité de mouvement. Inertie égale force de pression plus force visqueuse plus force de gravité. Et tout ce bilan-là, en fait, que l'on a fait souvent en phénomène d'échange 1, hein, ce bilan-là est fait en général en 3 dimensions et transitoire, et ça nous donne cette équation-là sous forme de vecteur. Le premier terme, c'est le terme d'inertie. On a dit que ce terme-là, il était négligeable pour un écoulement rampant. Bien, on retourne ici et on l'élimine. D'accord? Donc, le premier terme à gauche, tous les termes à gauche sont éliminés. Ensuite, terme de pression variant dans la direction phi. Il ne peut pas varier, la pression ne peut pas varier dans la direction phi parce que c'est symétrique. Donc, dp sur dφ est égal à 0. Et puisqu'on a considéré que c'était horizontal, que l'axe était vertical, c'est-à-dire donc que l'équateur était horizontal, g phi est égal à 0 aussi. Donc ces deux termes-là, bingo, on les élimine. Il nous reste que ça fait quand même gros, là, il nous reste que ces 5 termes-là. Ça fait encore beaucoup. Hein? Donc on va les regarder un par un. Premier terme ici, Vφ sur R. Est-ce que la vitesse Vφ varie en fonction de R? Oui, on n'a pas le choix parce que sur la sphère, ça bouge, et à l'infini, loin de la sphère, ça ne bouge pas. Donc, effectivement, il y a une variation. Et cette variation de phi en fonction de R, elle se traduit aussi par une variation de phi en fonction de θ. On n'a pas le choix parce qu'au pôle, ça ne bougera pas beaucoup. À l'équateur, ça bouge beaucoup. Donc, effectivement, ces deux premiers termes-là, on ne peut pas les éliminer. Les 3 termes suivants, par contre, on peut faire une chose. Variation dans la direction phi. On a dit au début que c'était symétrique. Donc, ce terme-là disparaît. Ce terme-là disparaît aussi parce que c'est symétrique. Ce terme-là aussi parce que c'est symétrique. Donc, il nous reste que ces deux termes-là. Vous voyez? Donc, à cause de la symétrie dans la rotation ici, tous les termes en fonction de phi sont éliminés parce que peu importe l'endroit où on va regarder, ça va toujours être la même vitesse. Okay? Toujours être la même condition. Donc, l'équation super simplifiée, là, simplifiée au maximum, c'est celle-là. Il ne nous reste que ces deux termes-là. D'accord? Donc, ces deux termes-là, en fait, ils proviennent de la simplification de toute cette grande page d'équation-là. Okay? C'est quand même pas si mal. Donc, maintenant, on a notre équation que l'on devrait résoudre. Bon, il y a des méthodes pour résoudre ça. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ça, c'est de la cuisine de solution d'équations différentielles. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de connecter, j'allais dire de plugger, la physique là-dedans. La physique, elle vient d'où? Vous le savez, elle vient de la pose des conditions limites sur l'équation. Donc, les conditions limites, c'est quoi? On regarde la vitesse Vφ ici. Donc, Vφ varie en fonction de R. D'accord? Donc, en R est égal à grand R, c'est sur la sphère. En R est égal à l'infini, c'est loin de la sphère. C'est les deux conditions parce que ça varie qu'en fonction de R ici. Donc, on va regarder uniquement en fonction de la position R. La direction θ, ben, ça existe aussi, mais en fonction de l'angle. Donc, partant de 0 sur le pôle nord, aller jusqu'à pi au pôle sud, en passant par pi sur 2 à l'équateur. D'accord? Donc, en R est égal à grand R, la vitesse de rotation Vφ est égale à oméga, la vitesse de rotation, multiplié par R.
Mais attention, c'est égal à oméga multiplié par R à l'équateur. Mais vous voyez, le rayon diminue à 0 au pôle. Donc, effectivement, au pôle, ça ne bouge plus. Donc, c'est V θ, V phi, c'est-à-dire, est égal à oméga fois R, mais pondéré par le sin de l'angle. C'est le sin de l'angle qui fait varier ici la vitesse. Toutes les autres conditions limites sont 2. D'accord? Okay. Et vous voyez comment l'angle θ ici, en fait, est intégré dans la condition R. À partir de là, dans le livre de Bird, l'exemple 3C5, on voit comment on prend cette équation-là, on la transforme. Et comme je vous le disais, ça, c'est de la cuisine, c'est de la solution des équations des partiels. On reconnaît une forme, on essaie quelque chose.